Elodie Chanta, si vous pouvez tout à fait prendre place sur vos sièges. Malheur, mais qu'est-ce que c'est que cette combinaison magnifique? On est d'accord. Ah oui, ton sur ton. Hicham, tu valides le ton sur ton ou... Ça va, j'arrive à sortir. C'est superbe, c'est super. Mais c'est toi qui l'as faite ou pas? Non, pas celle-là. Ah ok, parce que je sais que si elle fait beaucoup de couture, alors je me suis dit si tu as fait ça, je te passe une commande demain en fait. J'en ai fait une comme ça. Mais oui, mais celle en jean là, non, elle est bleue. Ah, incroyable, magnifique. Je vois que tout le monde suit les stories de Si. Oui. Ah moi je suis fan. Ça ne concerne pas toujours la BD. Ah non, Bien non. sûr. Le ponçage des moulures. Ah, vraiment, suivez Si sur Instagram parce que c'est trop cool toutes ces stories, etc. Elodie Chanta, évidemment. Bien sûr, c'est un interview face à face, c'est rare que je fasse ça. Donc c'est un format un petit peu inédit. Donc si Cyrielle que vous voyez passer dans le chat parfois, Elodie Chanta, bonjour à vous deux, comment Salut. ça va? Bah, super bien. On est fatigué, mais ça va. Oui, ça va. Moi, j'habite à Angoulême, donc du coup, je vis le festival à domicile et c'est quand même vachement plus chouette. Ah oui, j'avoue, c'est pas mal quand même. Donc comment ça se passe ce festival pour vous? Elodie, toi tu es à Angoulême, mais au final c'est un peu différent de ta vie au quotidien ici. Oui, bah, disons que c'est un petit peu moins peuplé au quotidien. En fait, moi, ça fait 10 ans que je fais ce festival et en tant qu'autrice, je l'ai dû le faire il y a 15 ans en tant que visiteur aussi, c'était très différent. Et là, maintenant, j'habite dans le centre d'Angoulême, donc c'est trop bien, quoi. Tu rentres chez toi, tu peux faire la grasse mat, tu prends ton petit déj chez toi. C'est une autre façon de vivre le festival, quoi. Oui, c'est clair, ça doit faire bizarre de voir toutes ces rues habitées, etc. Puis en attendant, ça donne un peu un second souffle. Moi, j'aimais bien, j'ai toujours habité dans des villes où à des moments, il y avait des gros événements avec beaucoup de monde. T'es un peu agacé par les touristes, et puis d'un autre côté, bon, c'est là, sympa. ça te concerne, donc c'est pas si agacé quand même, quoi. Je sais qu'il y a une partie de la population qui fuit, évidemment, parce que c'est quand même un peu lourd à vivre, quoi. 4 jours de festival hyper intense comme ça. Mais non, nous on est contents parce que c'est notre vie, la BD, donc. Alors justement, vous avez le tome 1 de Anna et l'Entremonde, bien entendu, dont Si est l'autrice aux côtés de Marc Dubuisson a gagné dans le chat, ainsi que le tome 1 de Annette, apprentie sorcière, dont Elodie Chanta est l'autrice justement, a gagné, si vous faites point d'exclamation, jeunesse, et ce pendant toute la durée de l'interview. Donc n'hésitez pas à participer, le tirage au sort se fera en fin d'interview. Voilà, merci beaucoup les modos, vous êtes incroyables. Alors moi, comme c'est particulier cette interview croisée parce que vous ne parlez pas de la même œuvre, donc j'ai un petit peu focalisé mes questions sur ce qui vous rassemble toutes les deux. Voilà. Donc déjà, moi, ce que j'ai vu quand j'ai tout lu, évidemment, c'est incroyable. Bon, déjà, tu sais à quel point je suis fan de Anna et l'Entremonde. Annette, l'apprentie sorcière, je découvrais, figure-toi que j'ai ri audiblement plusieurs fois. Merci. Mais vraiment, j'ai rigolé et j'étais avec des potes en soirée parce que toutes mes semaines avant Angoulême, même s'il y a des gens à la maison, je fais que lire. Et je rigolais à haute voix et je leur racontais les gags que tu faisais dedans et c'était fou. Et même raconter, ça passe. Genre, faut raconter à distance sans les images, ça passe aussi. Ah ouais, okay, franchement, super. grave. Je vais mettre au podcast, ok. Ah non, mais vraiment, mais c'est trop drôle. Et même eux, ils rigolaient, ils disaient, c'est sympa, ils disaient, c'est un album jeunesse et tout, mais c'est super drôle, j'adore. Donc il y a beaucoup d'humour dans les deux formats, et il y a même de l'humour noir dans Annette, apprentie sorcière. Un peu, ouais. C'est un peu étonnant, parce que comment on fait de l'humour en parlant aux enfants et aux plus jeunes, Elodie? Alors, moi j'ai commencé à faire de la BD plus adulte, justement. Et puis progressivement, j'ai un peu glissé vers la jeunesse. Et je pense que j'ai essayé de pas trop me restreindre en termes de pas me censurer, pas m'auto-censurer. Évidemment, je raconte pas, je mets pas de violence, pas de sexualité, etc. Pas de choses trop grinçantes non plus. Mais j'essaye de ne pas me censurer du tout et je ne me dis pas que c'est destiné à une tranche d'âge bien particulière. Je ne me dis pas, ok, ça c'est pour du 8-12 ans, il ne faut pas qu'il y ait des mots qui ne soient pas compris par le public et tout. Je me dis juste, est-ce que ça c'est drôle et je ne me dis pas, est-ce que ça va faire rire cette tranche d'âge particulièrement et tout. Et donc c'est pour ça qu'il y a parfois des porosités entre les publics. Et moi, je trouve que c'est pas mal les doubles lectures et tout ça. Bien évidemment, Cyrielle, qu'est-ce que tu en penses? Du coup, comment on fait de l'humour en bande dessinée jeunesse? Alors, juste pour dire, moi, je suis très friande du travail d'Elodie. J'ai lu Crevette. Oui, Crevette. Ah là là. Et ça me fait très rire quand elle parle à sa maman. que c'était... C'est ma maman qu'il faut préciser qui est décédée, mais c'est quand même c'est une BD en partie sur le deuil, mais elle est dans une urne, et du coup elle continue à discuter avec sa maman au travers de l'urne et sa maman lui répond. Voilà. Et
en fait, c'est incroyable. Moi, je trouve qu'en fait, justement, ça prouve, tu vois, genre, parce que nous, quand on est adulte, on a tendance à être toujours un peu terrifié en disant, oh là là, les enfants, ah non, ça, dedans, ça parle de ça parle de mort, il faut pas y aller. Alors que les enfants, ils s'en foutent. Hein. Et moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est quand tu as des parents qui disent, ah non, non, mais là, il y a du sang, il y a eu des morts, alors que le gamin est derrière. Et en fait, tu sais qu'il a. Moi, en fait, pour te dire, je vais te donner un sujet. Ma sœur me sort. Ah non, non, mais ça, il y a du sang sur la couverture. Il dit ça ça de mon petit neveu, que je sais qu'il joue à GTA. Oui, voilà, donc, au bout d'un moment. Voilà, oui, c'est ça. Tu sais, genre, c'est Lucie Brion qui me disait, genre, il y avait ses parents qui disaient non, non, mais là, ça parle de blackout et d'alcool. Et tu vois, il y a la gamine qui a les 2 tomes de l'Attaque des Titans et t'es en mode genre. Ouais. Bon, oui, bon, 2 poids, 2 mesures. Voilà, ouais. Donc, c'est vrai que nous, en fait, on est en mode genre. Au bout d'un moment, il faut faire attention à ce qu'on montre, tu vois. Il y a des manières de faire, mais on va pas ignorer des sujets et même d'apporter certains sujets. Mais il faut faire attention quand même, comment on l'amène, pas montrer des choses hyper choquantes, machin. Mais on peut tout raconter en fait. Moi je suis vraiment d'accord et d'ailleurs on en parle parfois en live. J'explique qu'on a une espèce de double lecture avec notre regard d'adulte. Parfois on voit des choses et on se dit oh mon Dieu, mon enfant va être ou l'enfant va être choqué par ce que j'ai vu parce que moi ça vient un petit peu titiller quelque chose de très intérieur. Mais en fait les enfants souvent soit ils n'ont pas de recul et puis ils le processent d'une manière différente de toi, donc ça sert à rien de les surprotéger et au contraire ça peut même servir le récit. Je me rends compte que je vous ai pas demandé de quoi ça parlait vos BD respectives. Si Anna et l'Entremonde, de quoi ça parle? Alors, c'est Anna et Domingo, sont 2 enfants sur le port de Las Palmas au XVe siècle. Et en fait, il y a eu une expédition qui est partie de Las Palmas au XVe siècle. C'est l'expédition de Christophe Colomb qui allait voguer vers les Indes. Je dis volontairement pas qu'il a découvert parce qu'il n'a rien découvert du tout. Il y avait déjà des peuples sur place. Voilà, dis-le. Voilà. Et en fait, c'est juste que dans ce monde-là, la Terre est plate et qu'en fait, ce pari qui est de passer par l'ouest vers les Indes, foire et en fait il tombe dans un monde qui s'appelle l'Entremonde, qui est peuplé de pirates, de mondes fantastiques, etc. Et en fait, Anna va se retrouver, va déjà essayer de retrouver son ami qu'elle a perdu au cours du tome 1. Et va aussi se retrouver face à une entité mafieuse qui vraiment fout la merde dans cette partie de l'Entremonde. Et du coup, Elodie, Annette, apprentie sorcière, de quoi ça parle? Il se passe un peu moins de choses dans Annette, c'est peut-être un peu plus léger. Déjà, c'est une BD humoristique, donc 3 tomes pour l'instant, il y en a un 4e en préparation. Et c'est des livres qui ne se suivent pas, donc qui peuvent être lus de manière indépendante. Et ça parle de Annette, qui est une petite fille qui rentre à l'école de magie, on ne sait pas trop. En tout cas, il y a des sorciers, il y a des vampires, des démons, et puis il y a même un alien. Voilà, c'est très décalé. Dans le premier tome, elle va se mettre un peu toute l'école à dos parce qu'elle a foiré un sort. Il faut que tu racontes comment elle a foiré ce sort. C'est vraiment drôle. En gros, Annette, elle arrive dans cette école de magie, etc. Et il y a un cours de potions. Et en fait, c'est un peu rigolo parce que c'est un univers magique, mais on dirait que c'est pas assumé totalement. On dirait que les parents de Annette, ils sont dans un univers tout à fait normal et sans magie. Ils sont pas conscients qu'ils ont amené leur fille. En fait, est-ce qu'ils ont conscience? C'est aussi ça le délire, c'est que les parents d'Annette sont peut-être pas conscients que leur fille est une sorcière et qu'elle va dans une école spécialisée. Oui, ils l'envoient à l'école, mais on dirait même pas qu'elle est à une école de sorciers pour eux, quoi. Elle-même, elle est un petit peu tout le temps, elle se laisse porter, quoi. Et donc c'est son premier cours de potions, donc elle est hyper excitée, waouh, je vais faire un cours de potions, etc. Et là, le professeur dit, ok, cours de potions, on va apprendre à faire de l'engrais. Tout le monde est dégoûté. Elle pensait qu'elle allait faire un filtre d'amour ou une super potion qui allait faire un super pouvoir, etc. Ça la fait pas rêver. Bref, ils font tous leur petit engrais. Et il y a un des personnages qui va, sans faire exprès, renverser la potion entre carrément les de rage joints. même. Il va dire c'est nul en fait de l'engrais, donc il va le balancer. Oui, pardon, excuse-moi. Mais comme tu as dit, je ne m'en souviens plus, je me permettais de... En fait, je m'en souviens. Ça y est, tu t'en souviens? Okay, ça me revient, moi aussi. Bon, voilà, il fait pas exprès. Enfin, il fait pas exprès. Il fait exprès. Il fait tomber cette potion. Ouais. Et là, bim, patatras, une invasion de pissenlits dans toute l'école. C'est ça. Et donc, en fait, Annette, gentiment, elle va essayer de résoudre l'invasion de pissenlits et elle va proposer au directeur
de les faire en salade, la pissenlit, comme ça ça fait On une les pierre mange. deux coups, on les mange tous, comme ça ils disparaissent. Et en fait tout le monde trouve ça dégueulasse et voilà, tout le monde déteste Annette. Voilà. Donc tout le Ça, monde c'est tome déteste 1. Annette parce que c'était vraiment une idée de merde, hein, cette histoire de pissenlit, moi je vous le dis. Et du coup, justement, dans Annette, j'ai vu pas mal de références, notamment le Kappa dans Animal Crossing qui conduit le taxi, qui conduit le bus en fait. Et je me suis demandé quelles ont été vos inspirations. C'est intéressant que tu dis ça. Moi, en fait, souvent, c'est une question qu'on nous pose en interview. Quelles sont vos influences? Et en fait, on est tenté de répondre en toute logique, un peu genre dans le médium en question. Donc moi, pendant longtemps, je répondais en disant mes influences, ça va être Akira Toriyama, de la BD, etc. Et en fait, avec le recul, je pense que le jeu vidéo, c'est une grosse inspiration pour moi. En fait, je joue depuis que je suis toute petite. Et je pense qu'il y a des jeux qui m'ont... Juste l'ambiance de certains jeux a fait que mes BD sont ce qu'elles sont, quoi. Ça m'étonne pas, moi je le dis tout le temps, mais les jeux vidéo, ils ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Vraiment, c'est une très très forte influence et je l'ai beaucoup vu en lisant Annette. Si pour Anna et l'Entremonde, quelles ont été tes inspirations? Alors moi, en fait, mon trait est assez... déjà, mon trait bouge beaucoup en fonction du médium que j'utilise entre Radium Girl, etc. et tout. En fait, les inspirations, c'est difficilement palpable parce que vraiment, on est la somme de nos influences et on ne se rend pas vraiment compte de ce qui sort à l'arrivée. Je suis tout à fait d'accord qu'en fait, on a tendance à répondre par les bandes dessinées qu'on a, mais tu vois, c'est marrant, j'ai répondu à cette question, j'étais en conférence ce matin et je disais, par exemple, moi, mes inspirations, ça peut être... je sais que, par exemple, il y a certains profils que j'ai faits et ça vient de ma passion de la mythologie grecque sur les amphores grecs, tu vois. Enfin, ça vient de ce genre de trucs-là. Ouais, tu vois, graphiquement sur les profils, ce genre de choses. Après, pour les inspirations en tant que telles, effectivement, c'est hyper compliqué de le dire comme ça. C'est une question ultra dure, je trouve. On me la pose depuis 10 ans et à chaque fois, je suis toujours pris au dépourvu et tout. J'ai commencé du coup à y réfléchir en dehors des interviews parce que et c'est comme ça que le côté jeu vidéo est ressorti. Mais c'est vrai qu'en fait je suis d'accord. En fait moi je suis pas une joueuse. J'ai pas grandi, j'ai pas eu mes parents adoraient. Il y avait pas comment dire la culture, les BD et tout. Il y avait pas de parti pris. Mais par contre les jeux vidéo c'était Satan dans ma famille malheureusement. Donc moi j'ai découvert les jeux vidéo sur le tard par Twitch, tu vois. Et en fait j'ai toujours été ou soit par mon ex-compagnon, j'étais vraiment le siège passager, tu vois. Ouais, donc c'est-à-dire j'ai découvert la magie de la narration poussée à son climax en étant siège passager, donc ça me va très bien. Donc Twitch, c'est parfait, c'est le siège passager ultime, où tu n'as rien à faire et il y a quelqu'un de compétent qui tue les boss. D'ailleurs, allez suivre aussi sur Twitch, hein, évidemment. Alors, je ne tue pas de boss, moi, je fais des planches. Sur le chat, elle ne fait pas de jeux vidéo, mais en même temps, Twitch, c'est pas que du jeu vidéo, et la preuve aujourd'hui. Mais c'est ça, et c'est vrai qu'en termes de narration, c'est des masterclass, c'est vraiment hyper poussé. Et, mais pour les inspirations, c'est un peu vaste, quoi. Genre, j'ai plein d'auteurs de bande dessinée que j'aime. Par exemple, si dans mes inspirations, peut-être pas trop sur Anna et l'Entremonde, mais il y a un auteur tchèque, un illustrateur tchèque qui s'appelle Ivan Bilibin, très connu pour faire les contes russes. Et en fait, c'est mon temple, tu vois, j'adore ce qu'il fait et tout. Donc, voilà. Et puis parfois, on n'est pas obligé forcément de puiser quelque chose quelque part. Hein. Ça peut être tout son vécu qui va amener à une œuvre en particulier. Dans Anna et l'Entremonde, le personnage de Sacha, c'est un Claudin, c'est une créature fantastique qui n'a pas de genre. Et il dit lui-même qu'il est parfois l'un, parfois l'autre, parfois les deux, quand on lui demande si c'est une fille ou un garçon. Comment, en littérature jeunesse, on aborde des sujets tels que le genre ou l'inclusivité ? Déjà, en n'en faisant pas un truc de points, on va pas faire 15 pages dessus, parce que en fait, Sacha, il est, elle, parce qu'en fait, vous verrez qu'à un moment, en fait, au début, avant qu'il y ait ce topo-là, où Anna lui dit mais t'es quoi? Alors en fait ce qui est bien c'est la porosité des enfants, tu leur dis je suis un peu tout, je suis un peu rien, les enfants font ok. Il n'y a que les adultes qui font pourquoi, enfin bref, donc voilà. Et c'est vrai que en fait comment on aborde dessus, on aborde, c'est pas le sujet principal en fait de l'histoire, et c'est juste que en fait c'est un monde qui est fantastique. Et en fait ce qu'on s'est dit avec Max, on s'est dit le genre c'est un truc de terrien, quoi. En fait, là, il y a des loups qui parlent, il y a des gens dans tous les sens qui n'ont pas la même tête, et lui, il est transparent, tu vois, et tout. Donc, quel est en fait, à quel moment le genre est un sujet? En fait, c'est un truc de... En fait, dedans, les gens qui viennent de la Terre, c'est les gens de Gaïa. Donc, les Gaïaniens,
c'est leur truc. Et tous les entremondiens, ils sont en mode genre, ouais, bah, c'est encore un truc de gagnant, ça. On s'en fout, en fait, de cette histoire-là. Et c'est vraiment un espèce d'emblème de société. En fait, c'est cette page-là où on parle, c'est vraiment dire, oh, vous nous cassez les couilles. Vraiment, oui, en fait, c'est une case dans le récit et c'est comme ça qu'on parle de ce genre de sujet. Mais c'est pour ça qu'on explique pourquoi on passe de il à elle. En fait, tout au long du récit. Et en fait, on s'en rend pas compte. Personne s'en est rendu compte moi, avant. j'avais jamais capté. Bah non. Élodie, du coup, qu'est-ce que tu en penses? Parce que aussi dans Annette, hein, tu parles un peu de sujets qui va vers les enfants, qui peut amener les enfants à avoir plus d'inclusivité. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bah, je sais que c'était pas forcément recherché, mais il y a un personnage aussi dans Annette qui s'appelle Lila, et beaucoup d'enfants me demandent si c'est un garçon ou une fille. Et je leur réponds toujours, bah, c'est comme tu veux. Et puis en général, voilà, comme tu dis, bon, les ça enfants n'a pas tellement d'importance. voilà, ça les questionne pas plus que ça. Ils vont juste dire, ok, bon, d'accord. Et en fait, Lila, à la base, c'était un peu une petite fille, un peu masculine, mais en fait, ça peut être aussi un petit garçon manqué. Enfin, c'est comme on veut. Moi, tous mes personnages me ressemblent un petit peu. Donc là, je me suis un peu démultipliée, on va dire, puisqu'il y a plein de personnages différents, de genres différents, bien sûr. Et voilà. Et moi, j'essaye de pas trop en faire un sujet non plus. C'est quelque chose. Je pense que c'est important quand même d'avoir des représentations dans les BD qu'on fait, parce qu'on a fait des BD pour la jeunesse. Donc c'est ça, les rôles modèles, c'est super important. Et puis ça passe aussi par là, quoi. Voilà. Et justement, dans vos deux œuvres, parce que c'est toujours pareil, une interview croisée où j'essaye de trouver ce qui vous rassemble toutes les deux. Tu fais ça très bien d'ailleurs. Ouais, c'est vrai? Tant mieux. Et ben, il y a des personnages et des décors qui sont hauts en couleur. Ça, c'est vraiment un point commun que j'ai trouvé. Le chara-design, il est original, il est un petit peu recherché. Par exemple, dans Annette, il y a des créatures fantastiques. Et puis dans Anna et l'Entremonde également. Et beaucoup de couleurs, en plus de ça, avec ta technique d'aquarelle qu'on peut voir en live, justement. J'ai perdu mon fil. Donc, comment vous procédez pour le chara-design? Par exemple, Cyrielle, j'ai entendu que, comme tu fais de la couture, j'ai entendu que ça t'inspirait beaucoup dans tes œuvres. En fait, c'est marrant parce que la passerelle à la couture, en fait, c'est parce que, en fait, alors moi, c'est parce que c'est mon cerveau très pragmatique qui dit que, en fait, pour certains, il y a des personnages qui sont. Par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Debbie dedans, qui est amphibienne et qui est pêcheuse. Et en fait, tu t'habilles pas. En fait, c'est une travailleuse en fait. Donc, tu vas pas lui mettre une grande robe et tout. Et en fait, j'aime beaucoup quand le vêtement est en rapport avec ce que la personne fait. Et donc, Debbie a vraiment un peu comme les amas. Vous voyez les pêcheuses japonaises? Ah oui. Les amas. Et en fait, Debbie a un vêtement modulable au niveau des. Et en fait, tu peux le voir. Il me semble que c'est à la fin dans les genre, tu vois, elle a un vêtement modulable là qui bascule. Et en fait, elle a des. Mais ça, c'est mon petit kink à moi, c'est pour ça. Non, mais j'adore. Ouais. Et en fait, ça fait que, genre, la couture fait que moi, je connais ce genre de type de pantalons qui peuvent être rassemblés, etc. Enfin, qui peuvent être remis. Et ça veut dire que pour pêcher, elle n'est pas gênée pour la nage. C'est un personnage amphibien. Elle va pas s'ennuyer là-dessus. Oui, donc à chaque fois, tu penses à qu'est-ce qu'elle pourrait porter, cette personne. Mais pareil pour les machines. Genre dedans il y a un rapido, etc. Et j'étais genre ok, un rapido, mais donc faut pas que ça soit un truc à vapeur, faut que ça soit un truc juste mécanique. Donc il y a un mélange entre le kitesurf et un catamaran, tu vois, genre non, c'est pas celui-là. Bon, tant pis. Là-dessus, là il est dessus. T'as ça, en fait, c'est un espèce de mélange kitesurf, catamaran. Voilà, celui-là. Ah ouais, trop classe! Et vraiment le catamaran, quoi. Voilà, et en fait, le truc, c'est juste, faut que ça colle un peu à des ingénieries. Alors, je vais pas m'amuser à inventer des vaisseaux, des trucs comme ça, parce que moi, j'ai pas cette capacité-là. Mais par contre, j'aime beaucoup le pratico-factuel là-dessus. Et puis, souvent, moi, ça me va. Donc, c'est comme ça que tu réfléchis ton chara-design. Voilà, c'est ça. Élodie, te concernant, le chara-design, comment tu y penses? Toutes ces créatures fantastiques, comment tu les as amenées? Moi, je dessine tout au numérique. En tout cas, principalement. Mais toutes mes BD, je les dessine au numérique maintenant. Mais il y a une étape que je fais quand même toujours au tradi, donc crayon, carnet, etc. C'est c'est les recherches, quoi. Recherche personnages, etc. Et je suis assez dans la spontanéité. Moi, je dessine avec des formes assez simples, etc. Donc, je vais juste
voilà, faire du brouillon, des recherches dans tous les sens jusqu'à trouver quelque chose que je trouve bien composé dans le personnage, dans la forme du visage, du corps, etc. Et c'est comme ça que ça marche, quoi. Et en plus de ça, c'est un chara design qui est simple. Et du coup, est-ce que ce chara design simple, tu arrives grâce à ça à le transposer dans plein de situations un peu loufoques, rigolotes, sans trop te prendre la tête, sans trop faire fi, c'est justement en faisant fi des proportions, de la rigidité, etc. Parce que c'est pas du tout un récit rigide. Merci. Non, j'essaye en effet. C'est-à-dire que c'est aussi le fruit de plusieurs albums avant aussi, parce que Annette, c'est pas ma première série. Et c'est vrai que maintenant, quand je crée un personnage, j'ai tendance un petit peu à le dessiner tout simplement sous tous les angles, bras levés, etc. Pour voir comment j'ai remarqué. Tu les mets dans tellement de positions. Ouais. Et parce que ça m'est déjà arrivé en effet de commencer une BD et au bout d'un moment de me dire. Elle a les bras trop courts et elle ne peut pas porter ça, tant pis. Merde, voilà. Et c'est le fait d'avoir fait un peu d'animation aussi, enfin en tout cas de la bible graphique, bible littéraire sur une série qui va être adaptée, enfin sur Annette peut-être, j'espère qu'il sera adapté. Et du coup, évidemment, il a fallu un peu, redessiner les personnages, parce que bon, évidemment, on peut tricher en BD, mais pas en animation. Et donc, il a fallu un peu, réadapter les bras, justement, tu vois. Je tiens à dire qu'en bande dessinée, il y a un truc, c'est plus c'est simple, plus c'est dur. Il y a vraiment un mignonne. truc. Non, mais pour de vrai, parce qu'en fait, non, mais c'est juste que la simplification empêche. En fait, la simplification empêche de bullshiter avec une fourmillement de détails. Je sais pas si. Ah oui, ça veut dire que moi, il y a des moments, j'ai conscience de mes propres, lacunes, et parfois, tu rajoutes un peu de matière, on compense toujours nos lacunes de toute façon, quoi qu'il arrive. Et en fait, avoir une ligne claire, très, 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 en gros guillemets, qui est simple, mais qui est implacable, tu foires ta ligne claire. Ça se voit. Mais après, moi, j'arrive quand même. J'ai des manières de tricher quand même, tu vois. Genre, tu sais, je fais beaucoup des boules pour faire les mains. Parfois les personnages ont 3 doigts, parfois 4. Et au final, ça se voit pas dans l'ensemble. C'est une intelligence. Voilà. En fait, quand elle est de profil, c'est comme ça, et quand c'est de face, c'est une boule. Mais en fait, c'est une simplification. En fait, d'une case à l'autre, en effet, elle perd des doigts, etc. Alors ça, c'est un truc qui énerve parfois les enfants, d'ailleurs. Mais en fait, oui, moi, je pense plus en termes de composition graphique, etc. Voilà. Moi, je trouve ça. Mais c'est Julien Nil qui m'a dit qu'au début de Lou, il se prenait grave la tête avec les mains, il en pouvait plus, il était au bout de sa vie, et maintenant, il a dit, je fais des boules et c'est bon, j'en ai rien à faire. Bravo Julien, oui. Il n'a plus rien à prouver, notre cher Julien. Donc mais même dès le début, c'était genre premier tome, je me suis pris la tête et après j'ai fait allez hop, c'est bon, à la balayette, ça m'a saoulé. Oui, en fait, c'est clairement un truc, c'est que je pense qu'il faut prendre du plaisir en dessinant, parce que sinon, qu'est-ce qui nous reste, quoi. Que du labeur. Et du coup, moi, c'est aller à l'essentiel parfois comme ça, c'est juste se faire plaisir aussi, quoi. Alors je me suis dit aussi toujours dans la perspective de vous mettre toutes les deux en rapport commun. Vous avez toutes les deux participé plusieurs fois même au challenge Inktober. Donc ce challenge, je le rappelle, où il faut faire un dessin par jour tout le mois d'octobre. De plus en plus, il y a des libertés qui sont prises avec un dessin comme vous le voulez, un dessin quand vous le sentez. Est-ce que c'est parfois participer à ce genre de challenge, est-ce que ça peut être une aide pour nourrir votre récit et vos dessins ensuite ? Moi, totalement. Moi, ça a été le truc qui a vibré. En fait, si j'avais pas eu l'Inktober, j'aurais pas fait l'encre. Ah ouais. En fait, j'y serais même pas allée. Ça veut dire que chaque Inktober, c'est un pré-shot pour les boulots d'après. En fait, les premiers... En fait, il y a 2 Inktober. J'ai fait un premier Inktober où je m'étais centralisée sur les costumes traditionnels pour apposer à des divinités. Pour éviter de faire tous les stéréotypes de base qu'on a. Et en fait, c'était incroyable parce que ça m'a donné une curation pour tous les costumes de Anna et l'Entremonde. Qui sont vraiment importants, les costumes. Ouais, on les voit de sous tous leurs angles. Et puis, c'est une nouvelle culture. Donc, forcément, il faut que ça soit marqué. Et après, j'ai un deuxième Inktober qui est passé par-dessus, où là, j'ai potassé tous les clairs-obscurs, les trucs comme ça, que tu retrouves dans Anna et l'Entremonde. Et là, mes derniers Inktober, potentiellement, c'est des trucs qui vont alimenter après le tome 4.
sur un potentiel projet. Donc c'est un truc qui te C'est bien suit, réfléchi, quoi. Ah bah, même pas, mais c'est juste qu'en fait, c'est un moment, c'est un mois où tu te dis, j'expérimente, et quand tu expérimentes, c'est toujours gagnant, quoi. Oui, tu as raison. Ouais, bien sûr. Ouais, moi, c'est toi aussi, aussi l'idée d'expérimenter. Moi, c'était plus dans l'optique de faire du chara-design et de expérimenter, de trouver des nouvelles façons de dessiner des personnages qui soient un peu plus variés et de sortir un peu de ma zone de confort. Voilà. Mais après, Inktober, c'est quand même l'idée à la base de dessiner à l'encre. Et moi, je dessine principalement au numérique, c'est vrai. Et donc, je triche. Après, maintenant, c'est Quand bon, je fais on fait de des règles de l'Inktober, l'Inktober. Il va pas Techniquement, commencer on est à en nous noir et saouler. blanc. C'est vrai aussi, oui. Ouais, c'est bon. En fait, c'est juste tout le monde fait un peu un des comme il veut. rares moments. C'est un des rares moments où, en fait, on crée en quantité sans avoir le glaive que ça soit rentable. Voilà, Très, c'est ça. très Et donc, intéressant. ça rentable d'une autre façon, c'est-à-dire que ça nourrit notre. Enfin, c'est de l'expérience et de. Notre jarre à créativité. Bah, tout à fait. Et justement, on arrive déjà à la fin de cette interview croisée. Je me demandais toutes les deux quels sont vos projets pour la suite, Elodie. Alors, moi, je suis dans l'écriture du tome 4 d'Annette. Voilà. En vérité, j'ai terminé de l'écrire. Donc là, bientôt, ce qui va se passer, ça va être storyboard, ancrage, etc. Discussion avec l'éditeur. Ça parlera de. Alors, à chaque fois, il y a un sous-titre. Il y avait Magie, pissenlit, il y avait Trésor et piraterie, Mystère et bizarrerie. Et là, on part sur jus de fraises et cachotterie. Voilà. Waouh. Et je travaille aussi sur d'autres projets plus adultes avec d'autres éditeurs. Voilà. Et donc ça, c'est un peu aussi, pour l'instant, pas tant que ça avancé, mais D'accord. Oui, à venir. C'est des projets qui sont dans les tuyaux, quoi. Ouais. Bien sûr, et on peut te suivre sur les réseaux sociaux aussi. Je t'ai suivi Absolument. sur Instagram récemment, donc n'hésitez pas à découvrir Elodie Chanta, bien sûr. Je fais beaucoup de strips sur Instagram, qui sont a priori diffusés que là-dessus pour l'instant. Voilà. Ah, super. Bah, voilà, pour avoir des strips BD en exclusivité. Si, quels sont tes projets pour la suite? Déjà, je vais essayer de finir à grand-peine le tome 4. Je suis sur les planches où j'ai des bateaux dans toutes les perspectives et j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Et en plus de ça, on sait à quel point tu adores dessiner des bateaux, n'est-ce pas? Ouais. Là, Marc, il a les oreilles qui sifflent en continu. Marc, si tu nous entends. Si tu nous entends, je te maudis. Non, avec grand. Non. Fais attention parce qu'après, il y a des petites sorcières qui se retrouvent avec une école entière de pissenlits. Donc fais attention à ce que tu souhaites. Je vais lui foutre des pissenlits partout chez lui, tu vas voir. Et en fait, non, donc je suis à la fin de ça. Donc il est censé sortir courant avril-mai 2026. Donc là, je suis en train de faire les croquis. Je vais passer au tradi, donc ça va être le retour des scotch qui s'enlèvent langoureusement sur les planches. ASMR. Ah, on adore. ASMR, Allez suivre aussi sur Twitch parce que tout ça, c'est le moment ASMR et je sais que vous l'adorez. Donc n'hésitez pas à la suivre. La chaîne, c'est Yesai, Y-E-A-H-C-Y, twitch.tv/Y-E-A-H-C-Y. Voilà. Tout à fait. Et puis sinon, après, pour la suite, pour l'instant, c'est très incertain parce que ça me prend beaucoup d'espace mental de finir le tome 4, mais c'est vrai que j'ai bien envie de faire un one-shot. Les séries, on va calmer un peu, mais un one-shot plutôt adulte et peut-être avec un peu de fantaisie, magie modérée, on verra bien. Peut-être seule, toi au scénario. Solo, ouais. Ah, j'ai vraiment trop hâte du coup. Ouais. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir Merci participé à à toi. cette C'était interview trop croisée. C'était très agréable. Pour nous aussi. Ah, eh bien, tant mieux si ça vous a plu. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de festival, un bon festival, parce qu'on est encore bien le samedi. Et je vous rappelle, dernière chance pour gagner le tome 1 de Anna et l'Entremonde, le tome 1 de Annette, apprentie sorcière, avec mon exclamation jeunesse. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Et bisous au Ratus. Ouais, bisous au Ratus, regardez, voilà, ils sont trop contents. Les petits Ils vont spammer les cœurs. Regarde, les petits chats, les petits rats. Les petits rats, les petits chats, les deux, les mimines. Allez. Merci. Merci.